Après presque 2 saisons d'Allez-Jose, il nous paraissait capital de vous emmener avec nous à la découverte d'un lieu tout à fait exceptionnel. Une structure aussi singulière que nécessaire, le centre de la ménopause. Oui, il est bel et bien réel, mais il est unique et n'existe nulle part ailleurs qu'au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Enfin, un endroit qui rompt le silence et la solitude qui entoure encore la ménopause. Ici, une constellation de soignants se mobilise autour d'un seul objectif, redonner aux femmes le contrôle sur leur corps et leur santé. Et c'est presque émouvant, en entrant dans l'hôpital Paul de Viguier, de suivre le panneau « Centre de la ménopause et prévention de l'ostéoporose », parce qu'on se sent enfin prise en charge. Dès notre arrivée, Christelle, l'infirmière responsable du service, nous fait faire une petite visite. Donc ce service il est assez concentré. Donc il y a Blandine qui est notre manip radio, puisqu'on fait des densitométries osseuses. Donc ici on a 2 appareils à densitométrie osseuse. Et après vous avez les bureaux de consultation, le secrétariat et le bureau de consultation des médecins. Toutes les patientes qui sont dans les salles d'attente, on va dire entre le box 25 et ici, sont des patientes de notre centre. Il y a des patientes pour Léa qui vient à 9h, qui est une première fois. On a 3 médecins qui consultent ce soir-là, même si elle s'étale dans le temps. La voix qu'on vient d'entendre là, c'est celle de la professeure Florence Trémolière, endocrinologue et gynécologue. Elle est à la tête de ce centre avant-gardiste depuis 14 ans et y a dédié sa carrière. Elle préside également le GEMVI, le groupement d'études sur la ménopause et la vieillesse. Autant vous dire qu'elle connaît son affaire. Toujours entre 2 congrès internationaux, 2 consultations, 2 rapports, la chef de ce service est pourtant plus que jamais fidèle à son poste et se montre accueillante et disponible. Vous voulez un café, vous également ? Ce sera un vrai café, je suis pas sûre qu'il soit là. Elle, qui a fait de la santé des femmes la mission de sa vie, a accepté de nous livrer une vision à 180 degrés de la ménopause et de nous raconter l'histoire et les missions de ce centre unique dont ce n'était pas particulièrement la vocation au départ. Alors effectivement, ce centre a été créé par le professeur Claude Ribaud en 1986. Moi, j'étais interne à cette époque-là. Donc comme nous étions dans un service d'endocrinologie, nous nous sommes intéressés à toutes les pathologies qui pouvaient avoir un impact sur le tissu osseux, quasiment toutes à non. Donc on a un petit peu commencé comme cela, et puis en fait on s'est rendu rapidement compte que la forme essentielle de l'ostéoporose, c'était l'ostéoporose post-ménopausique, et par là même, nous avons rentré dans le champ de la ménopause. Et au fur et à mesure du développement de cette activité, nous nous sommes aperçus, ce qu'on savait un petit peu, mais personne ne s'en occupait, que la ménopause n'impactait pas uniquement le tissu osseux, mais avait un certain nombre d'impacts, tant sur le plan de la qualité de vie que de la santé des femmes, ce qui nous a conduit à développer ce centre. Donc la ménopause, mais c'est vrai que c'était totalement méconnu. Entre guillemets, c'était une histoire de bonne femme et pas de santé. Les directeurs d'hôpitaux avaient autre chose à s'occuper que de consultation de ménopause. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu creusé notre chemin contre vent et marée, on va dire. Mais le problème, c'est que c'est pas géré. Personne s'en occupe. Nous ne sommes qu'une minorité de praticiens à avoir développé des activités autour de la ménopause. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de gynécologues qui prennent en charge des femmes ménopausées, tout au contraire. Mais disons qu'il n'y a pas de structure à proprement organisée avec cette thématique-là. D'abord parce qu'on parle de ménopause depuis pas très longtemps. Déjà, ça c'est une première raison. C'est quelque chose de relativement nouveau dans la médiatisation de cette période de la vie des femmes. Après, c'est une activité essentiellement de consultation qui intéresse peu les hôpitaux parce que peu rémunératrice, au travers uniquement de consultations, qui demande également des compétences très transversales. S'occuper de ménopause, c'est un petit peu être le médecin généraliste de la femme de 50 ans. Ce qui fait que sur un système universitaire, vous avez des spécialités très verticales. Vous êtes endocrinologue, vous êtes cardiologue, vous êtes gynécologue. Finalement, développer des compétences un tout petit peu transversales dans tous ces domaines qui touchent justement à la santé des femmes, c'est un peu antinomique avec notre système universitaire français. Donc ça, c'est déjà un écueil. Ce qui fait que quand vous voulez finalement développer un tel centre, soit vous agrégez des médecins de spécialités différentes,
rhumatologue, cardiologue, gynécologue, endocrinologue. Il faut arriver à les faire travailler ensemble. Et parfois, vous vous heurtez, je dirais, à des problèmes d'ego qui fait que c'est pas toujours très simple. Le modèle par lequel nous étions passés, mais qui s'est fait, je dirais, presque naturellement, parce qu'à l'époque, personne ne s'en occupait, c'est finalement d'avoir une spécialité de base, gynécologue ou endocrinologue, et puis de pouvoir se former sur les différents problèmes de santé, dans le domaine de l'ostéoporose, dans le domaine des maladies cardiovasculaires, dans le domaine des cancers gynécologiques. Et ça, c'est vrai que le système universitaire ne s'y prête absolument pas. Et que quand nous sommes, à l'époque, nous étions un petit peu des ovnis et nous le sommes encore un tout petit peu. Bénis soient les ovnis. Aujourd'hui, les 4 médecins du centre sont donc tous des spécialistes formés sur les différents problèmes sanitaires qui peuvent impacter la femme au moment de la ménopause. C'est cette transversalité qui rend le centre si singulier et si performant. Mais voilà, il est unique. Et il est bien là le problème. Car quand les femmes cherchent vers qui se tourner à l'aube de la cinquantaine, les options ne sont pas légion. Là où c'est un tout petit peu plus problématique, c'est que majoritairement, ce sont des médecins généralistes qui vont être en première ligne pour s'occuper des femmes après la ménopause. Et malheureusement, l'enseignement de la ménopause par les spécialistes de médecine générale a totalement été abandonné depuis 20 ans. Suite à cette fameuse étude qui, en remettant en cause l'intérêt d'une prise en charge hormonale, mais complètement à contribuer les médecins à finalement ne plus s'en préoccuper. Parce que si vous deviez vous poser la question de prise en charge, vous vous sentiriez désarmé. À partir du moment où, en dehors du traitement hormonal, les solutions disponibles sont quasiment inexistantes, ou tout au moins très limitées en termes d'efficacité. Et c'est vrai qu'après, la prise en charge par les médecins, et encore une fois par les médecins généralistes de cette période de la vie, est tout à fait défendante de leur propre formation, de leur propre sensibilité par rapport à cette période de la vie. Et on peut voir tout et son contraire. Mais sur les enquêtes que nous avions faites en 2021, il y avait même presque moins d'une femme sur 2 qui osait parler des problématiques de la ménopause à leur médecin traitant. Donc, si vous voulez, c'est un échange qui, effectivement, si le praticien n'aborde pas la question, il y a déjà une femme sur 2 qui ne va pas oser en parler. Parce que ça reste un tabou encore dans nos sociétés. La ménopause est encore vécue par beaucoup de femmes comme le marqueur de l'entrée dans une période de vieillesse, où finalement on ne sert plus à rien. J'utilise parfois le terme d'obsolescence programmée. Effectivement, on a des femmes, parce que ce ne sont pas des patientes, des femmes qui vivent très mal cette entrée dans cette nouvelle phase. D'abord parce qu'elles sont souvent pas au courant de ce que c'est et de ce que ça veut dire. On a l'impression que ça leur tombe sur la tête comme si elles n'en avaient jamais entendu parler, assez paradoxalement, et que d'autre part, ça a une connotation très négative avec cette association par rapport à une nouvelle période de la vie, on ne peut plus procréer, c'est le début de la vieillesse. Et donc finalement, dans une société qui est quand même nos sociétés occidentales qui se font toujours l'image un peu de la femme jeune, en bonne santé, belle, effectivement, beaucoup de ces femmes se sentent rejetées par cette image. On a certaines femmes qui sont dans des situations psychologiques extrêmement dégradées, tout simplement parce qu'elles ne rattachent pas ce nouveau ressenti qui parfois arrive très brutalement à cette période de la ménopause parce qu'elles n'ont pas l'information pour justement essayer d'anticiper par rapport à ce qui va arriver et que surtout, elles ne trouvent pas la réponse médicale aux troubles qu'elles présentent. Et donc, il y a souvent une espèce le terme nomadisme médical n'est pas du tout adapté, mais disons, de chercher le spécialiste qui va permettre à leur répondre à leurs interrogations. Et souvent, malheureusement, la réponse qui leur a été apportée, c'est on prend un antidépresseur. Vous savez que la France fait partie des pays européens où les traitements antidépresseurs sont les plus prescrits. Et on a malheureusement beaucoup de femmes qui nous arrivent avec déjà des prescriptions d'antidépresseurs depuis 3 ou 4 mois parce que quelque part, ça a été la seule réponse qui a été apportée par un médecin qu'elles ont consulté. Pas étonnant que le planning du centre affiche complet sur les 6 prochains mois. Ici, les femmes ne sont plus en errance. On les rassure, on les renseigne, on les conseille. Chaque année, le service accueille jusqu'à 3000 patientes, dont certaines ont parcouru des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Dans le couloir, des femmes attendent tranquillement. Leur prise en charge est rapide, mais on a quand même le temps d'échanger quelques paroles avec Céline.
Ça devient de plus en plus compliqué, les symptômes. Donc, du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'il y avait ce centre de ménopause. Puis, on m'en avait parlé aussi. D'abord, la sage-femme qui a adressé un courrier pour que je prenne rendez-vous ici. Parce qu'il faut un courrier de médecin pour prendre rendez-vous. Sinon, on ne peut pas prendre un rendez-vous. Ça commence à devenir compliqué, tous les symptômes. Donc, c'est pour essayer de trouver plus ou moins des solutions à ce que j'ai, enfin, aux symptômes de la préménopause. Surtout, c'est les sueurs nocturnes. Ça devient très compliqué. On ne dort plus. On ne dort plus, non. Je me lève jusqu'à 2 fois par nuit. Ça change et ça devient de plus en plus compliqué, la nuit. Non, je savais que ça existait, les symptômes, mais pas à ce point-là, quand même. Les médecins généralistes, ils n'ont pas trop de solutions. C'est pas très connu, en fait. C'est vrai que non. Et malheureusement, la prise en charge est compliquée. Ouais. C'est un peu tabou encore. Mais c'est vraiment un tsunami, quand je dis ça, c'est pas une blague. Christelle Moreau est l'infirmière en première ligne de l'accueil des patientes. C'est à elle que les femmes se confient en arrivant dans le service. Il y a des personnes aussi qui viennent qui sont en errance, en fait. Le manque d'information, le manque de formation, je ne vais pas cibler les choses particulières, mais leurs médecins sont un peu réticents ou ne connaissent pas, tout simplement. Et donc, elles sont adressées chez nous parce qu'elles ne savent plus quoi faire. Elles ne savent plus quoi faire et elles ont besoin qu'on les écoute, qu'on les prenne en charge et qu'on leur donne une réponse, en fait, à toutes leurs questions. Il y a beaucoup de femmes, elles n'avaient pas fait le lien forcément que c'était ce problème-là qui se présentait à elles. Et maintenant, quand elles savent, parce qu'on les informe, elles me disent mais finalement, quand tous les soirs je rentrais anxieuse de mon travail, ou finalement quand la moindre chose me contrariait, je partais à pleurer, ou finalement je suis tout le temps ballonnée, je comprends pas, et comment ça se fait. Enfin voilà, il y a plein de choses, et là elles font le lien en se disant mais finalement c'était déjà les prémices de la ménopause. Les prémices de la ménopause, ça porte un nom encore moins prononcé et quasi inconnu au bataillon il y a encore quelques années. La périménopause. Une période de transition plus ou moins agréable à vivre, surtout quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. La périménopause, ça commence longtemps avant. Et les premiers signes peuvent déjà apparaître longtemps avant. Et pourtant, elles ont leurs règles de façon plus ou moins régulière. Et donc, pour elles, c'est pas du tout en lien avec ça. Mais la carence œstrogénique, des fois, elle commence parfois 10 ans en amont. Et déjà 10 ans en amont, il y a pour certaines personnes qui sont très sensibles aux œstrogènes, ces carences montrent déjà des signes. Et donc, je comprends pas, je prends du poids, je comprends pas, je suis inquiète, tout me stresse alors qu'avant, je gérais des choses, ça me posait aucun problème. Tout ça sont déjà des petits signes qui peuvent expliquer déjà cette carence œstrogénique, et elles, ne les connaissant pas, elles n'ont jamais fait le lien avec ça. Donc elles ont pris sur elles ont considéré que c'était une modification dans leur vie, mais des fois elles ne comprennent pas. Et donc c'est avec le temps et l'information qu'elles se disent mais finalement c'est ça ce que je vis. C'est ça qui m'a posé problème et c'est ça qui était en lien avec mes difficultés qui sont présentées à moi. Quand on a des noms, des mots sur les choses, parce que souvent elles ne me disent pas tous leurs signes. Elles me disent j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des troubles du sommeil, je dis au niveau de la concentration, au niveau des articulations. Elle dit mais le matin m'en parlez pas, je suis rouillée, mais c'est parce qu'il faut que je reprenne le sport. Oui, bien évidemment. Mais c'est aussi parce que c'est la carence œstrogénique. Et puis là, je sais plus où j'ai mis mes clés. D'habitude, moi, je suis quelqu'un d'hyper ordonné et je retrouve plus mes affaires. Donc ça, c'est vraiment un signe aussi de cette carence œstrogénique. C'est des choses qui apparaissent et qu'elles n'ont pas fait du tout le lien avec ça. Elles ont pensé aux bouffées de chaleur parce que ça, peut-être que leur maman leur en a parlé, mais tout le reste, ça n'a jamais été évoqué. Donc quand on sait qu'il y a quand même plus d'une trentaine de signes qui sont présents, qui peuvent être présents, c'est pas systématique, mais qui peuvent être présents dû à cette carence œstrogénique, il y a quand même beaucoup de choses que les femmes elles ont, sans bien même qu'elles n'ont pas fait de lien avec ça. Il y a les préménopauses, les ménopauses précoces, à surveiller comme le lait sur le feu. Il y a celles à prendre avec des pincettes, comme celles des femmes qui ont eu des troubles alimentaires ou un cancer et se retrouvent carencées en oestrogènes, donc susceptibles de développer des troubles hormonaux problématiques. Il y a autant de ménopauses que de femmes et le centre accueille sans distinction toutes celles qui ont besoin d'aide.
Alors, première fois dans le service, j'ai 56, et donc j'ai entendu parler du service du docteur Trémolière par une amie à moi. Elle trouve toujours ce qu'il y a de mieux, donc elle m'a dit le service du docteur Trémolière très en avance, meilleur service de ménopause de France. J'habite pas loin, donc j'ai pris rendez-vous. Et quel que soit son passé médical, son histoire personnelle, le premier traitement ici s'appelle l'écoute. Parce qu'à cette période de vie, beaucoup de femmes en ont souvent gros sur le cœur. Dans le couloir, à côté du bureau de Christelle, on croise Claire, qui vient ici pour la première fois. Eh bien, moi, j'attends quelques réponses, enfin pas des réponses, mais éventuellement des conseils à appliquer, éventuellement pour me renarcissiser un peu, et puis trouver peut-être des compléments naturels pour aller mieux. Pour essayer d'améliorer son quotidien de femme, voilà, le matin, quand on se lève, de se dire waouh, la journée va être super et je me sens bien et je peux faire plein de choses. En fait, c'est très très étrange parce qu'en fait, ça vient tout doucement et puis il arrive un moment où on a l'impression que on a pris de l'âge très très vite. En fait, on a le corps qui change, pas en bien. Malheureusement, mais c'est rapide. Moi, j'ai senti toutes ces dessèchements cutanés, cette fatigue, tout ça, mais depuis, c'est arrivé il y a 9 mois. Donc en fait, même quand on se regarde dans la glace, on se reconnaît quelquefois pas le matin, tellement on se trouve fatigué et presque ridé, vraiment. Et quand on regarde des photos aussi... les photos, elles parlent en fait. Quand on regarde des photos d'il y a 1 an et des photos de maintenant, on voit que le changement, il est très rapide, physiquement chez une femme. Et puis après, je pense que ce qui est très important, effectivement, c'est d'en parler et d'essayer d'aller bien. Parce qu'à 56 ans, on a juste envie de se sentir bien, quoi. Voilà, de se sentir belle. Et de pas... Et d'essayer d'éviter tous les obstacles qui sont liés... à la ménopause et tous les symptômes qui sont liés à la ménopause. Voilà. On pense jamais que ça peut vraiment avoir un tel impact sur son propre corps, surtout quand on a toujours été en forme, comme moi j'ai toujours été en forme. Je n'ai jamais été malade, toujours très sportive. Et donc oui, ça crée un sacré changement dans sa vie en général. Oui, j'arrive. Voilà, merci. Rassurez-vous, vous êtes une très très belle femme. Oh, c'est gentil. Vraiment. C'est gentil. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Mais je peux vous assurer, une femme sans symptômes, c'est presque une minorité. Elles ne le disent pas forcément. Mais dans les enquêtes que l'on fait, entre 50 et 54 ans, c'est 97% des femmes qui ont au moins un symptôme de ménopause. Et ce symptôme, c'est pas forcément la bouffée de chaleur. Ça peut être les troubles du sommeil, ça peut être les sueurs nocturnes, ça peut être les douleurs ostéo-articulaires, ça peut être les troubles de l'humeur. Voilà, il y a énormément de symptômes qui sont directement la conséquence de cette ménopause en tant que telle et qui ne sont pas forcément les bouffées de chaleur et qu'on arrive avec un interrogatoire précis à retrouver. Prendre en charge la ménopause, nous tout au moins dans le centre, c'est la prendre en charge sous 2 aspects. La qualité de vie, ça fait partie de la santé. Il ne faut pas du tout en faire un élément de confort de vie qui n'aurait aucune importance et qui va passer quand on avancera en âge. Puisqu'on a beaucoup de femmes qui viennent nous consulter parce qu'elles ne trouvent pas des réponses par rapport à la prise en charge de leurs symptômes, que parfois même ces symptômes ne sont pas toujours attachés du reste à la ménopause. Donc il y a un gros travail d'information par rapport à cette symptomatologie. Et puis en fonction effectivement de leur situation clinique, de leur profil de risque, on va leur proposer différentes solutions, dont le traitement hormonal de ménopause qui reste la solution la plus efficace chez une femme qui est très symptomatique. Donc il y a cet aspect, je dirais, qualité de vie qui est à la fois information, prévention de certaines conditions, par exemple le tabagisme. Il est certain que si une femme arrive à la ménopause avec une consommation tabagique importante et ancienne, on va essayer effectivement de lui expliquer que c'est le moment où il va falloir se préoccuper d'arrêter. On peut l'orienter vers des consultations anti-tabac, et puis on va remettre beaucoup l'accent sur les modifications de l'hygiène de vie qui sont préconisées à cet âge de la vie. Donc ça, je dirais, c'est l'aspect qualitatif. Et puis un deuxième aspect, qui est un aspect, je dirais, un tout petit peu plus médical, c'est de dire finalement, la carence œstrogénique de la ménopause, chez certaines femmes, elle va favoriser l'émergence de certaines pathologies, dont les 2 plus emblématiques sont
d'une part l'ostéoporose et d'autre part les maladies cardiovasculaires. Donc dépistons si au moment de la ménopause, les femmes ont des facteurs de risque de ces deux maladies dont on sait qu'obligatoirement la carence œstrogénique va les aggraver. Donc il y a ce côté, je dirais, de bilan de santé qu'on va proposer aux patientes qui est extrêmement simple. C'est une prise de sang, un interrogatoire bien mené pour justement identifier les facteurs de risque cliniques sur le plan personnel et sur le plan familial. Et puis une ostéodensitométrie, qui est en fait un examen extrêmement simple qui permet de mesurer le contenu en calcium des os et par là même sa résistance osseuse. Et donc, en fonction des résultats de ce bilan, on va rediscuter avec la femme, selon qu'elle ait ou pas des symptômes par ailleurs, pour lui proposer la solution thérapeutique la plus adaptée à sa situation clinique. Et la femme, elle est vraiment actrice de sa propre santé à cette période de la vie. Prévenir plutôt que guérir, car si la ménopause n'est pas une maladie, elle est loin de n'être qu'un problème de bonne femme. La ménopause, c'est un problème de santé publique. Oui, c'est un problème de santé publique à la fois parce que ça peut être à l'origine d'une dégradation extrêmement importante de la qualité des vies des femmes, et la qualité de vie, ça fait partie de la santé, et que par ailleurs, ça peut faciliter l'émergence de certaines pathologies qu'on peut tout à fait limiter dans leur survenue ou dans leur gravité si on fait de la prévention en début de ménopause. Encore une fois, le coût de l'ostéoporose ou le coût des maladies cardiovasculaires, c'est un coût absolument énorme. Et malheureusement, on pourrait déjà diminuer de manière extrêmement importante ces coûts de santé si on faisait une vraie prévention primaire qui débute dès le début de la ménopause, c'est le cas de le dire. Et malheureusement, ces démarches de prévention primaire ne sont pas du tout dans, dans l'esprit de nos décideurs. Moi, j'aimerais qu'il y ait effectivement des messages publicitaires sur la télévision au même titre qu'il y a eu des campagnes d'information sur la vaccination HPV, sur les campagnes anti-tabac, etc. Pourquoi pas justement des spots publicitaires sur occupez-vous de ménopause. C'est quelque chose de simple et c'est quelque chose qui ne doit plus être tabou. Je crois que le chemin à parcourir, il est globalement de médiatiser le fait que cette ménopause n'est bien évidemment pas une maladie, que chez certaines femmes, elle peut être à l'origine d'une dégradation de leur qualité de vie, voire de problèmes de santé. Et donc, autant faire ce peu, s'en préoccuper au moment où on arrive à l'âge de la ménopause, c'est-à-dire à l'âge de la cinquantaine. Donc, je dirais qu'il y a l'information qui est extrêmement importante, et cette information, les médias vous y contribuent énormément. C'est sûr que l'information grand public, elle va passer avant tout par des personnalités. C'est vrai que des femmes publiques, des actrices, des femmes qui sont médiatiques de par leur rôle dans les médias grand public, jouent un rôle essentiel dans cette médiatisation. Et on peut regretter que, contrairement à certains pays, notamment aux États-Unis ou en Angleterre, ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, nous ne trouvons malheureusement que très peu de femmes très connues, je vais dire, qui vont oser aborder cette période. Vous savez que pour les actrices, finalement, après 50 ans, on ne va pas dire qu'on est ménopausée, parce que ça renvoie encore une fois dans l'imagerie populaire cette image d'une femme qui rentre dans la vieillesse, qui va avoir des difficultés à trouver peut-être des rôles où elle va être mise en valeur de par certains standards de beauté et de jeunesse. Donc, et ça, c'est vrai que c'est très délétère, je dirais, pour cette médiatisation de cette période de la vie. Aux États-Unis, on a vu Michelle Obama, on a vu des actrices extrêmement connues qui n'ont pas hésité à prendre la parole pour dire « oui, je suis ménopausée, et alors ? Il y a des solutions, je les ai mises en œuvre et je vis très bien. » On aimerait qu'en France, ce soit la même chose. On n'y est pas encore tout à fait. En France, beaucoup de femmes célèbres peinent à parler de leur ménopause, prises entre l'injonction à l'éternelle jeunesse et le tabou persistant autour de ce passage pourtant universel, comme si vieillir en lumière demeurait un luxe interdit. Derrière la passion et l'énergie du professeur affleure parfois de l'indignation, face à la méconnaissance, aux préjugés, aux tabous. Mais l'espoir émerge aussi aujourd'hui, car des solutions existent. La professeure Trémolière et son équipe ont ouvert une voie en mettant au point une méthode de prise en charge qui fait ses preuves depuis plus de 30 ans et que d'autres hôpitaux cherchent enfin à dupliquer aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on continue notre plongée en immersion dans ce centre précurseur où travaille une équipe engagée, animée par le désir d'améliorer le quotidien des femmes en les aidant à préserver leur santé.
Merci à la professeure Trémolière pour la générosité et le temps qu'elle nous a accordé. Merci à Christelle Moreau, à Sandrine Bouzia et à toute l'équipe du service qui nous a ouvert les portes du centre. Merci aux femmes qui nous ont accordé leur confiance en nous livrant une partie de leur intimité. Pour préserver leur anonymat, leurs prénoms ont été modifiés. Merci à Sophie Drumin qui a tourné, monté et écrit cet épisode. Merci à Étienne Gratianet qui l'a mixé. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!